Alors, je voulais commencer par juste me présenter un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens d'entre vous qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai fait un master et un diplôme d'ingénieur à Montpellier en chimie environnementale, au cours de laquelle j'ai eu l'opportunité d'aller faire un hivernage en Antarctique, donc ce qui m'a donné envie de continuer en recherche environnementale et de travailler sur ces thématiques un peu. Et je suis effectivement en France en ce moment, mais travaille toujours pour les États-Unis. Mais j'espère bien revenir travailler pour la France en 2022. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mes travaux de recherche de thèse, donc, comme je vous l'ai dit, donc, comme Pierre l'a mentionné, qui m'ont valu le prix du meilleur article de la SFIS, mais aussi un prix de l'Académie des sciences. Et du coup, sans transition, je vais vous parler un petit peu plus du nitrate. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de nitrate, donc je me suis dit, je vais vous présenter cette molécule. Donc le nitrate, c'est ça, c'est un atome d'azote, trois atomes d'oxygène. Alors pourquoi on s'intéresse au nitrate? Surtout pour l'atome d'azote qu'il comprend, parce que l'azote est une espèce, c'est un élément qui est très abondant sur notre planète, qui est nécessaire pour la vie sur Terre, mais qui est très peu disponible finalement, puisque le principal réservoir d'azote sur notre planète, c'est le réservoir de diazote atmosphérique qui est inerte. Alors pourquoi il est inerte? Parce que en fait, le diazote, c'est cette molécule-là, avec une triple liaison entre les deux atomes d'azote qui font que cette liaison est très solide. Et donc, en fait, l'essentiel de la ressource en azote sur Terre est très peu disponible pour être utilisé par le monde vivant. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à comment on passe de cette molécule de diazote à des espèces plus réactives comme le nitrate qui, elles, vont pouvoir être utilisées. Donc, ce qui nous amène un petit peu à une introduction un petit peu schématique et simplifiée du cycle de l'azote dans l'environnement. Donc, comment on passe de cet azote atmosphérique peu réactif à des espèces plus réactives qui vont pouvoir pénétrer l'écosystème. Alors, il y a des processus naturels, comme la fixation biologique, mais encore les éclairs, qui amènent suffisamment d'énergie par des processus physico-chimiques pour transformer cet azote en espèces réactives qui vont donc pouvoir pénétrer dans les sols et être disponibles. Et ici, les chiffres que vous voyez marqués sur ces flèches sont les estimations de flux. Une fois que ces espèces réactives pénètrent du coup dans les écosystèmes, ils subissent une chaîne de transformation dont des maillons essentiels sont les réactions d'ammonification et de nitrification, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. L'ammonification, c'est la transformation de l'azote organique en ammonium. Nitrification, c'est la transformation d'ammonium en nitrite d'abord, puis nitrate par des processus microbiologiques. Alors, le nitrate va nous intéresser parce qu'avec l'ammonium, c'est une des ressources principales pour soutenir, comme je l'ai dit, la vie sur Terre et principalement pour la croissance végétale. Une autre particularité du nitrate qui va nous intéresser, c'est qu'il est extrêmement labile, ce qui fait qu'en fait, il y a une grande partie du nitrate qui peut être perdue et exportée de l'écosystème par des phénomènes de lessivage, de ruissellement. Et enfin, un dernier grand processus qui permet de diminuer le stock de nitrate, c'est la dénitrification, donc encore un processus microbiologique qui va permettre de transformer ce nitrate en espèces gazeuses qui vont rejoindre l'atmosphère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cycle naturel de l'azote, en tout cas le schéma simplifié. Évidemment, là où le bas blesse, c'est quand les activités humaines rentrent en jeu. Du coup, les activités humaines amène un input important de nitrate dans les écosystèmes, d'abord par l'engrais, tout simplement. Les engrais, un engrais très connu, c'est le nitrate d'ammonium, donc avec un flux très important de production, mais aussi sous la forme de dépôts atmosphériques, et c'est ce qui va vraiment nous intéresser aujourd'hui, par le biais de l'oxydation des NOx. Donc les NOx, c'est NONO2 qui sont émis par la combustion d'énergie fossile, qui vont être oxydés dans l'atmosphère, transformés en acide nitrique, qui lui va venir pouvoir se déposer dans les écosystèmes et amener un flux de nitrate supplémentaire dans l'environnement. Donc aujourd'hui, je vais me pencher un petit peu plus sur les écosystèmes de montagne. Donc ce que vous voyez à gauche, c'est censé être une montagne. Pourquoi on s'intéresse à ces écosystèmes de montagne? Parce que en fait, ce nitrate atmosphérique, en fait, il va pouvoir être transporté sur de longues distances une fois qu'il est produit dans l'atmosphère pour venir se redéposer dans ces écosystèmes qui sont pourtant loin des sources de pollution. Donc même si on n'est pas proche des régions polluées, en fait, les dépôts atmosphériques vont avoir un impact considérable sur ces écosystèmes qui, par ailleurs, sont très fragiles. Le cycle de l'azote dans ces écosystèmes est dans un équilibre très fragile qui peut être très facilement perturbé par ces apports exogènes de nitrate avec des conséquences délétères sur la biodiversité et la qualité de l'eau.
Donc, c'est ce sur quoi ce que je vous présente maintenant. C'est en fait, on se rend compte que plus la quantité d'input d'azote et donc de dépôt d'azote et de nitrate est importante, plus les conséquences sur l'environnement sont délétères. Donc, on a des conséquences qui varient entre l'acidification des sols, l'acidification des eaux de surface, perte de la biodiversité, perte de la biomasse tout simplement. Et donc ça, c'est vraiment des phénomènes des conséquences écologiques qu'on a bien identifiées. Un exemple très frappant, je pense, c'est les phénomènes d'eutrophisation. Je pense que vous avez tous eu vent des phénomènes d'algues vertes qui sont souvent liés à la pollution à l'azote, des fois aussi à la pollution au phosphore, mais qui permettent la prolifération d'algues, comme on peut le voir sur cette photo. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire pendant ma thèse? C'était plutôt d'essayer de comprendre en fait ce nitrate atmosphérique. Une fois qu'il se dépose, qu'est-ce qu'il devient? On connaît bien les conséquences, mais on avait encore du mal à comprendre un petit peu le cheminement de ce nitrate une fois déposé, où est-ce qu'il allait, où est-ce qu'on le retrouvait et en quelle quantité. Et donc, moi, je me suis vraiment intéressé à aller examiner les divers compartiments qui constituent l'écosystème de montagne, donc la neige, le sol, la rivière et les plantes, pour essayer d'en déterminer la teneur en nitrate atmosphérique et voir un petit peu le rôle joué par ces dépôts sur le cycle de l'azote dans ces divers compartiments. Alors, comment j'ai réussi à suivre ce nitrate atmosphérique? Donc, c'est là que l'isotopie rentre en jeu. La molécule de nitrate a 3 atomes d'oxygène. L'oxygène a 3 isotopes stables, l'oxygène 16, 17 et 18, donc qui sont séparés par respectivement 1 et 2 unités de masse de l'oxygène 16, et 2 atomes d'azote, donc 2 atomes d'azote stable, l'azote 14 et l'azote 15. Donc là, je pense que je ne vous apprends rien. Et là, je vous reporte un peu les abondances relatives de ces divers isotopes stables pour ces 2 éléments dans l'environnement. Et en fait, ce sur quoi je suis vraiment venu me pencher pendant ma thèse, c'est la variation de ces rapports isotopiques, donc qu'on dénote par la notation petit delta, donc delta 15N, delta 17 oxygène ou delta 18 oxygène, qui est juste une mesure en fait de la variabilité de ces rapports isotopiques dans l'environnement par rapport à une référence. Et pourquoi on s'intéresse à ça? Parce qu'en fait, ces rapports isotopiques, ils vont varier suite à des phénomènes qu'on appelle de fractionnement, donc qui vont avoir tendance à faire varier ces rapports d'azote, par exemple d'azote 15 et d'azote 14. Donc ici, je vous ai mis un exemple sur le processus de nitrification. Donc on passe d'un pool d'ammonium à un pool de nitrate par le biais des processus microbiologiques. Et en fait, pendant cette réaction, les isotopes plus légers vont avoir tendance à réagir plus vite que les isotopes plus lourds, et donc avoir un pool de nitrate formé légèrement appauvri en azote 15, alors que le pool d'ammonium résiduel va être enrichi en azote 15. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fractionnement qui est dépendant de la masse. Alors, comment interpréter ces rapports isotopiques dans un schéma conceptuel? Donc ici, je vous montre un graphe qui va être un petit peu le fil conducteur de ma présentation aujourd'hui, où je vous présente sur l'axe des Y le delta 18 oxygène du nitrate contre le delta 15N du nitrate. Et en fait, ces rapports isotopiques nous permettent de comprendre un petit peu à la fois les sources et les processus qui peuvent affecter du nitrate dans un échantillon qu'on est venu mesurer. Par exemple, on voit que le nitrate atmosphérique a une composition, une teneur en delta 18 et delta 15N qui est bien différente des sources de nitrate terrestre, qui sont les rectangles ici en bas. Et les phénomènes, comme je vous l'ai dit, les phénomènes de fractionnement vont avoir tendance à entraîner une variation de ces rapports isotopiques et un enrichissement en azote plus lourd du nitrate résiduel, que ce soit en azote 15 ou en oxygène 18. Alors, comment on interprète ce genre de graphe? Si jamais j'ai un échantillon dont le nitrate a la composition isotopique symbolisée par cette étoile rouge ici, on peut se dire que c'est essentiellement du nitrate atmosphérique. Maintenant, un peu plus dur, si jamais on a un échantillon dont la composition isotopique est symbolisée par cette étoile-là, en fait, l'attribution de la source de nitrate ici va être plus compliquée, puisqu'on voit que la signature isotopique de cet échantillon peut être attribuée à une de ces 3 sources symbolisées par les rectangles ici. Et encore plus compliqué, si j'ai un échantillon qui a une composition isotopique symbolisée par cette étoile, on peut se dire que c'est soit, par exemple, du mélange entre du nitrate atmosphérique et une source de nitrate terrestre, ou alors tout simplement du nitrate issu de l'engrais qui a été enrichi en azote suite à un phénomène de fractionnement. Donc on voit qu'en fait, avec ces rapports isotopiques, on peut essayer de comprendre les sources et les processus qui ont affecté le nitrate, mais tout n'est pas toujours très clair, puisqu'il y a overlap entre les sources et les phénomènes de fractionnement vont venir confondre un petit peu le signal. Donc là où
une technique un peu novatrice va permettre de nous aider, c'est les rapports isotopiques entre l'oxygène 18 et l'oxygène 17 du nitrate. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un rapport de 1/2 en unité de masse qui les sépare de l'oxygène 16. Donc, ces rapports de masse est symbolisé par ce rapport de 0,52. Et cette ligne, donc ce rapport de 0,52 entre l'oxygène 18 et l'oxygène 17 du nitrate, c'est ce qu'on appelle une relation de fractionnement terrestre, donc fractionnement dépendant de la masse. Et en fait, on se rend compte que le nitrate issu de sources terrestres, donc issu par exemple de tous les processus de nitrification, ou le nitrate issu de l'engrais, a une composition isotopique en oxygène qui suit cette ligne de fractionnement qu'on appelle dépendant de la masse. Alors, il se trouve que le nitrate atmosphérique, lui, présente une déviation de cette ligne de fractionnement terrestre. Donc, en fait, il a un enrichissement en oxygène 17 par rapport à l'oxygène 18 par rapport à ce qui devrait être si jamais il suivait cette ligne de fractionnement terrestre. Cette notation, on l'appelle cap delta 17. Et donc, je vous donne la formule mathématique juste ici. Donc, c'est vraiment l'écart entre la composition d'oxygène 17 par rapport à ce qu'elle devrait être si elle respectait cette relation empirique de fractionnement dépendant de la masse. Et en fait, la grande particularité de cette notation, de cette valeur cap delta 17, c'est que cette valeur ne change pas suite à des phénomènes de fractionnement dépendant de la masse. Donc, en fait, le cap delta 17 est conservé dans un échantillon, quels que soient les phénomènes de fractionnement dépendant de la masse qui vont venir affecter cet échantillon. Donc, pour faire plus simple, dans un échantillon, en gros, si le cap delta 17 du nitrate vaut 0, il n'y a pas de nitrate atmosphérique dans cet échantillon. Si le cap delta 17 du nitrate dans un échantillon est supérieur à 0, ça veut dire qu'il y a présence de nitrate atmosphérique, puisque seul le nitrate atmosphérique a un cap delta 17 de l'oxygène supérieur à 0, parmi les espèces de nitrate. Alors, comment on interprète maintenant cette grandeur dans un plot multi-isotopique? Alors, on se rend compte que du coup, donc, comme je vous le disais, toutes les sources de nitrate terrestre ont un cap delta 17 de 0, alors que le nitrate atmosphérique, lui, va avoir des valeurs de cap delta 17 qui vont de 20 à 35 pour 1000 à peu près dans nos latitudes. Et donc, on va bien pouvoir le distinguer maintenant de ces sources de nitrate terrestre. Et comme je vous le disais, il n'y a pas de changement, de la valeur de cap delta 17 suite à des phénomènes de fractionnement dépendant de la masse. Alors, si on en revient un petit peu à mon écosystème de montagne, dans l'écosystème de montagne, il y a deux sources principales d'azote et de nitrate. C'est la nitrification dans les sols, donc transformation de l'azote organique en ammonium puis en nitrate, et transport de l'acide du nitrate atmosphérique qui va venir se déposer dans l'écosystème. Donc, le nitrate terrestre, lui, a un cap delta 17 de 0, encore une fois. Le nitrate atmosphérique a un cap delta 17 de 20 à 35 pour 1000. Et du coup, en mesurant la teneur en cap delta 17 dans mes sols ou dans mes échantillons, je vais pouvoir déterminer la teneur en nitrate atmosphérique, la teneur en nitrate terrestre, et essayer de comprendre un petit peu comment ces deux sources de nitrate vont venir jouer dans mon écosystème. Là, je vais passer rapidement, c'est juste des petites relations mathématiques, juste pour vous expliquer qu'en fait, on peut déterminer une fraction de nitrate atmosphérique, c'est mon terme ici en orange, le F-atm, qui donc est vraiment juste un pourcentage de nitrate atmosphérique dans un échantillon qui est directement en fait dépendant du cap delta 17 du nitrate dans l'échantillon divisé par le cap delta 17 du nitrate atmosphérique, si on a cette information. Alors, juste un petit historique rapide sur ce cap delta 17 et son utilisation dans des études environnementales. Donc, la première découverte du cap delta 17, c'était en 1983 par le groupe de Mark Emmons en Californie, qui est le premier à se rendre compte de cette anomalie isotopique, pas dans le nitrate, mais dans l'ozone. Donc, c'était la première molécule où on a trouvé cette anomalie isotopique, cet enrichissement d'oxygène 17. 99, premier modèle théorique pour essayer d'expliquer cette anomalie. Et en 2002, Greg Mikalski, qui était un ancien qui faisait partie du groupe de Mark Emmons avant, a mis en évidence pour la première fois l'existence de cette anomalie isotopique, de cette singularité isotopique plutôt, dans le nitrate atmosphérique. Et en fait, comment ce nitrate atmosphérique gagne cette singularité isotopique, c'est tout simplement par la réaction des NOx, donc des oxydes d'azote, avec l'ozone, où en fait un des oxygènes de l'ozone va venir se transférer pour former du nitrate atmosphérique. Et c'est comme ça que le nitrate atmosphérique s'enrichit en oxygène 17, alors que les sources de nitrate terrestre où l'ozone ne rentre pas dans le processus de production ne vont pas présenter cette singularité isotopique. Et du coup, en fait, ce cap delta 17 du nitrate atmosphérique a été extensivement utilisé
pour étudier en fait, la capacité oxydante de l'atmosphère dans divers environnements. Donc, il y a plusieurs groupes qui se sont penchés sur cette question. Mais le premier à vraiment s'en servir plutôt dans une thématique plus terrestre et dans des écosystèmes terrestres, c'était encore Greg Mikalski en 2004. Mais il faut attendre encore 6 ans avant que la deuxième étude ne paraisse. Et jusqu'à 2010, donc c'était la date de soutenance de ma thèse, il n'y avait encore que 16 articles qui utilisaient ce câble delta 17 dans les écosystèmes terrestres et seulement 2 dans les écosystèmes de montagne. Donc on voit bien que c'est une thématique qui est assez récente, assez novatrice, l'utilisation de ce proxy pour essayer de comprendre, pour suivre le nitrate atmosphérique. Et il y a de plus en plus d'études maintenant qui l'utilisent, mais bon, il y a encore de la place pour évidemment beaucoup de nouvelles études. Alors, bon, un petit peu de science quand même, de résultats plutôt. J'ai fait mon site d'études, c'était au col du Lautaret. Donc, ceux qui ne connaissent pas, le col du Lautaret, c'est pas loin du parc des Écrins, donc à 1h30 de route de Grenoble, sur la route de Bourdoisan. Donc, c'est dans les Alpes françaises, avec des conditions du coup subalpines, hein, donc une élévation de 2000 mètres. Je vais passer vite fait. Et du coup, comme je vous le rappelais, moi, ce que j'essaie de faire par un test, c'est essayer de comprendre la teneur en nitrate atmosphérique dans les divers compartiments de l'écosystème de montagne. Donc là, je vais vous présenter un petit peu des résultats pour chacun de ces compartiments que j'ai pu obtenir pendant les 3 ans que j'ai passé à Grenoble. Du coup, d'abord, commencer par échantillonner les dépôts atmosphériques, donc pour essayer d'en mesurer la teneur isotopique et identifier ce nitrate atmosphérique, quelle composition isotopique il avait, donc avec des collecteurs de dépôts secs et humides et des collecteurs d'aérosols. On sait que dans les écosystèmes de montagne, la neige joue un rôle très important dans le transfert des dépôts atmosphériques pendant la période de fonte de neige. Donc, en fait, pendant la période d'hiver, la neige agit comme un peu une couverture qui va protéger le sol, mais tous ces éléments qui sont captés dans la neige vont être relargués à la période de fonte. Donc évidemment, les rivières ont été extensivement échantillonnées selon un gradient d'altitude, donc entre les bassins versants d'altitude et Grenoble, pour essayer de suivre la transformation du nitrate depuis la fonte de neige tout en haut jusqu'à ce qu'elle rejoigne une zone urbaine. Et des échantillonnages de plantes et de sols pour essayer de comprendre un petit peu si ces apports de nitrate atmosphérique jouaient un rôle important dans le cycle de l'azote au niveau de la nutrition des sols et des plantes. Et au niveau de la chaîne analytique, donc c'était une chaîne analytique qui est relativement lourde, mais très bien établie et très robuste. Du coup, en fait, le nitrate des échantillons était concentré sur résine, puisqu'il nous fallait un minimum de 100 nanomoles pour pouvoir réaliser une étude. Enfin, on visait 100 nanomoles pour pouvoir réaliser une bonne analyse isotopique sur ces échantillons. Donc, ces échantillons, une fois le nitrate extrait de l'échantillon a été digéré par des bactéries qui transformaient le nitrate en protoxyde d'azote, décomposé dans un tube en or en oxygène et en azote, séparé par chromatogazeuse, et puis analysé pour isotopie dans un spectromètre de masse. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut déterminer la teneur en nitrate atmosphérique dans un échantillon si on connaît la composition en câble delta 17 de l'échantillon et si on connaît la composition en câble delta 17 du nitrate atmosphérique qui se dépose sur notre site d'étude. Donc, ce que j'ai commencé par faire, c'était collecter les dépôts atmosphériques, comme je vous le disais, avec des chroniques temporelles assez longues, donc sur 2 ans. Et en fait, on se rend compte que la composition du câble delta 17 suit une variabilité annuelle, à une variabilité annuelle, et ça, c'est lié au processus d'oxydation du nitrate dans l'atmosphère. Les processus d'oxydation ne sont pas les mêmes en période hivernale qu'en période estivale, ce qui va avoir un impact sur la composition câble delta 17 du nitrate atmosphérique. Mais pour le bien de cette présentation, on va associer tous ces échantillons de nitrate atmosphérique à une valeur moyenne, 25 pour 1000, qui va nous permettre d'être réinjectés dans cette formule ici et de déterminer une teneur en nitrate atmosphérique dans nos échantillons. Du coup, ces travaux, cet échantillonnage de dépôts, ça m'a permis aussi d'évaluer le flux rentrant de nitrate et de nitrate atmosphérique au col du Lautaret, donc qui est symbolisé ici par 3 à 5 kg d'azote, équivalent azote nitrate par hectare par an. Et le next step, c'était d'aller voir du coup dans la neige, donc cette particularité des écosystèmes de montagne, voir un petit peu la composition en nitrate dans la neige et si jamais il y avait changement, des processus qui venaient affecter le nitrate une fois qu'il était déposé dans la neige. Donc là, ce que je vous présente, c'est sur la gauche le résultat de 5 pluies de neige pendant l'hiver 2014-2015.
symbolisé par 5 différentes couleurs. Donc, on a la concentration sur l'axe des X et la profondeur sur l'axe des Y. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une très forte variabilité du nitrate dans ces puits de neige. Mais par contre, la composition en cap delta 17 de ce nitrate reste toujours entre 25 et 35 pour 1000, donc avec une signature qui reflète une composition 100% de nitrate atmosphérique, donc qui voudrait dire très peu d'activité biologique dans ce snowpack. Et si on regarde le delta quinzaine maintenant, donc le delta quinzaine, s'il y avait eu une corrélation entre le delta quinzaine et la profondeur, on aurait pu imaginer que des processus de dénitrification, en tout cas de fractionnement dépendant de la masse, seraient intervenus dans ce snowpack. Or, on voit qu'il y a une forte variabilité du delta quinzaine, mais pas de tendance avec la profondeur. Donc, on a déduit qu'il n'y avait pas de perte de ce nitrate du manteau neigeux. Donc un manteau neigeux qui conserve le nitrate atmosphérique en fait et qui va venir le relarguer à la période de fonte. Et du coup, en fait, le next step après, après avoir étudié la neige, c'était d'aller voir dans les rivières si on retrouvait ce nitrate atmosphérique et notamment à la période de fonte. Du coup, pendant ma thèse, j'ai échantillonné 7 cours d'eau, donc selon un gradient d'altitude entre le col du Lautaret où j'ai échantillonné 3 petits cours d'eau de bassin versant. Ensuite, un cours d'eau intermédiaire plus important, la Romanche, qui vient se jeter dans le lac du Chambon, et encore 2 cours d'eau, le Drac et l'Isère, donc en aval de Grenoble, pour étudier un petit peu les sources de nitrate dans ces différents cours d'eau, et si on retrouvait une influence de la fonte de neige ou pas. Pour le bien de cette présentation, je vais juste vous présenter les résultats sur 3 de ces cours d'eau. Donc un petit cours d'eau de montagne, la Romanche et le Drac, plus en aval, donc près de Grenoble. Alors, en fait, dans le petit cours d'eau de montagne, ici, je vous présente une chronique temporelle donc, de ce cap delta 17 du nitrate dans le cours d'eau, donc avec un échantillonnage que j'avais fait à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Les périodes grises sont les périodes d'enneigement pendant la période hivernale, donc à peu près d'octobre-novembre à mai, et les périodes non grises, donc blanches, c'est les périodes estivales, donc la période de croissance végétale entre mai et octobre. Et en fait, on se rend compte qu'à la période de transition entre la période d'enneigement et la période de non-enneigement, on a un pic de cap delta 17 assez typique qui caractérise bien en fait la fonte du manteau neigeux qui va venir relarguer une grande partie du nitrate atmosphérique qu'il contenait dans le fleuve. Ce qui est intéressant aussi, c'était d'observer cette résurgence plus tard dans l'été, qui est en fait liée à un ruissellement de profondeur en fait de l'eau de fonte et qui n'atteignait en fait l'exutoire que plus tard dans l'année. Et du coup, la teneur en nitrate atmosphérique, donc qui est caractérisée par ce F-atm ici, la fraction de nitrate atmosphérique, est donnée par calcul avec ce cap delta 17 ici mesuré dans les échantillons. Et donc, pour ce petit cours d'eau, on a entre 0 et 40% à peu près de nitrate atmosphérique en fonction de la période de l'année et fortement influencé par la période de fonte. Alors, dans un cours d'eau, donc dans la Romanche, qui est un cours d'eau beaucoup plus gros que le petit cours d'eau que je vous ai présenté et qui intègre le signal de toute la vallée, on se rend compte que le signal du cap delta 17, donc c'est la même chronique temporelle, est beaucoup plus étalé sur le temps. Donc, il s'étale vraiment de la période de fonte de neige jusqu'à la fin de l'été. Donc, un période beaucoup plus étalée. Et en fait, ça, c'est juste dû au fait qu'effectivement, ce cours d'eau intègre le signal de plusieurs petits cours d'eau que je vous ai présentés juste avant. Et donc, en fait, avec une période de fonte qui ne va pas être égale partout dans les bassins versants, et donc un signal étalé temporellement. Et en fait, on voit bien que ce signal, il est parfaitement corrélé avec la chronique de débit du fleuve, et donc qui montre bien l'influence de cette période de fonte sur l'export de nitrate atmosphérique dans cette rivière de montagne. Donc pareil, même jusqu'à l'échelle de la Romanche, on constate une très forte proportion de nitrate atmosphérique dans ces eaux, jusqu'à 40%, et encore fortement influencée par la fonte de neige. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de voir si jamais les rivières près de Grenoble continuaient à présenter ce signal un petit peu de fonte de neige, et du coup, cette variabilité temporelle. Et on se rend compte qu'en fait, le signal en cap delta 17, donc là, c'est dans le Drac, près de Grenoble, ne présente que très peu de variabilité temporelle. Par contre, si on s'intéresse à l'azote 15, on se rend compte qu'il y a des épisodes de très fort enrichissement azote 15 du nitrate dans ces fleuves, donc, qui vont jusqu'à 20-25 pour 1000, donc des valeurs très importantes. Et en fait,
si on regarde un petit peu, ces valeurs d'azote 15 sont anticorrélées avec le débit. Donc, ça, c'est pas des phénomènes qui sont amenés par la période de fonte. Et et le chlore est également présent dans la même anticorrélation avec le débit. Le chlore, on sait que c'est un indicateur des rejets d'épuration. Donc, en fait, ces pics d'azote 15, ils sont liés plus à du mélange d'eau usée avec le fleuve plutôt qu'un signal qui viendrait du nitrate atmosphérique ou de la fonte de neige. Et donc une influence plus forte comme je le disais, des eaux de profondeur, donc des eaux de rejet, par exemple. Et donc, du coup, dans ces rivières, j'ai pu également établir les flux de nitrate sortant et le flux de nitrate atmosphérique sortant, donc avec une proportion du flux de nitrate atmosphérique sortant qui, en fait, décroît au fur et à mesure où on descend sur ce gradient d'altitude. Donc, la proportion de nitrate atmosphérique est de moins en moins forte. Alors là, je vous ai beaucoup parlé de nitrate atmosphérique, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre encore sur le nitrate dans ces rivières avec ce genre de plot isotopique? Donc, si vous vous rappelez, dans mon introduction, je vous ai montré le schéma conceptuel. Donc ici, je vous mets tous les échantillons d'eau de surface de ces trois rivières, pardon. Dont la composition isotopique en K delta 17 et en delta 15 a été mesurée. Et du coup, en fait, ce qui est super intéressant avec ce plot, c'est qu'on peut, par un petit jeu de mélange, on peut se rendre compte de la source du nitrate terrestre qui est présent, donc qui constitue l'autre proportion de nitrate dans ces rivières. Et par exemple, on se rend compte que tous ces échantillons qui tombent un petit peu dans le faisceau entre le nitrate atmosphérique, entre le pool de nitrate atmosphérique et le range de nitrate terrestre donné en bas, en fait, ces échantillons sont un mélange de nitrate atmosphérique et de nitrate issu de la nitrification de l'ammonium du sol. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'avec ce même type de plot, on se rend compte qu'il y a une fraction non négligeable du nitrate dans les rivières qui, lui, a priori, serait issu de la nitrification de l'ammonium atmosphérique ou de l'ammonium présent dans la neige, puisqu'il a une composition isotopique en delta quinzaine qui est beaucoup plus faible que les valeurs typiques pour la nitrification de l'ammonium du sol. Et en fait, ça, ce sont vraiment des résultats que seul un traçage multi-isotopique du nitrate permet d'obtenir pour pouvoir pour pouvoir évaluer toutes ces compositions isotopiques en multidimensions. En fait. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc on a certains échantillons qui présentent un azote 15 très enrichi, donc ici entre 10 et 25 pour 1000, et ça, c'est typique de la nitrification de l'ammonium issu des rejets d'épuration ou j'ai plus le mot en français, manure, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, juste une petite synthèse. Donc, ces résultats, du coup, je les ai publiés dans 2 papiers en 2018. Et du coup, là, on a une idée un petit peu plus claire entre les flux rentrants et les flux sortants de nitrate atmosphérique. Et on se rend compte qu'entre les deux, le flux rentrant est de l'ordre de 3,5 kg de nitrate par an. Et en fait, le flux sortant, c'est 0,3-0,4. Donc, en fait, il n'y a vraiment que 10% du nitrate atmosphérique qui ressort en flux. Donc, c'est-à-dire que le nitrate atmosphérique, il est stocké quelque part dans l'écosystème. C'est pourquoi, après, je me suis penché un petit peu plus sur les sols pour essayer de voir, pour évaluer la teneur en nitrate atmosphérique de ces sols de montagne. Donc là, en fait, j'ai suivi un échantillonnage en fonction d'un gradient d'utilisation des terres, du coup, en évaluant la teneur en nitrate dans des sols de prairies complètement abandonnées ou des prairies terrassées ou des prairies terrassées et fertilisées. Et donc, un gradient d'intensité d'utilisation qui croît de gauche à droite. Et en fait, la teneur en nitrate atmosphérique, de façon assez flagrante, elle est très faible. Ça, c'était le premier résultat qui est assez intéressant. Ici, vous avez le K delta 17 à gauche. Vous voyez qu'en fait, la plupart des échantillons ont un K delta 17 entre 0 et 1 pour 1000, donc c'est-à-dire une fraction de nitrate atmosphérique entre 0 et 4%, donc des proportions très faibles. Et là où on retrouve le plus de nitrate atmosphérique, c'est en fait dans les prairies abandonnées, donc où l'utilisation des sols, où le gradient d'utilisation des sols est le plus faible. Donc, en fait, plus le gradient d'utilisation augmente, moins la teneur en nitrate atmosphérique est importante. Et ça, on l'attribue en fait à la rapidité du cycle de l'azote dans les sols qui est exacerbée par une utilisation intensive des sols, alors que dans une prairie abandonnée, le cycle de l'azote se fait de façon beaucoup plus lente et donc le nitrate atmosphérique a plus de temps de résidence dans les sols. Alors, pourquoi, en fait, il y a aussi peu de nitrate atmosphérique dans les sols de façon générale, donc une proportion seulement de quelques pourcents.
Alors, si on regarde de façon un petit peu plus conceptuelle le réservoir du sol et les flux entrants et sortants de nitrates, les deux flux principaux donc, rentrants sont la nitrification par les micro-organismes et le dépôt atmosphérique. Et les flux sortants, c'est la dénitrification par les micro-organismes encore, le lessivage vers les rivières et l'uptake par les plantes. Et en fait, donc si on imagine que le système est à équilibre, on peut faire un petit bilan de flux sur le réservoir du sol. Et grâce au câble delta 17, on peut essayer de comprendre un petit peu ce bilan de flux. Et je m'explique parce qu'en fait, un câble delta 17 aussi faible tel que mesuré dans les sols voudrait dire que le flux de nitrification est bien supérieur au flux de dépôt atmosphérique. C'est la seule explication qui permet d'expliquer un câble delta 17 entre 0 et 1 pour 1000, puisque, comme je vous le rappelle, le câble delta 17 n'est pas affecté par les phénomènes, les autres processus, comme la dénitrification, l'uptake ou le leaching, qui vont causer plutôt des fractionnements dépendants de la masse et qui ne va pas affecter le câble delta 17. Donc, pourquoi on a aussi peu de nitrate atmosphérique? Donc, ça voudrait dire que le flux de nitrification est bien plus important que le flux atmosphérique, encore une fois. Et du coup, on connaît le flux atmosphérique, puisque je vous l'ai présenté auparavant dans cette présentation. Et par un petit modèle à deux n-member, on peut déterminer, estimer en tout cas le flux de nitrification avec les valeurs de câble delta 17 que j'ai su mesurer dans les sols et dans l'atmosphère. Et en fait, avec cette équation, on en tire un flux net de nitrification de l'ordre de 100 à 320 kg de nitrate par hectare par an, donc bien supérieur encore une fois au flux atmosphérique. Par contre, ces résultats, il n'était pas cohérent avec d'autres études sur le même site, donc au col du Lotaré, qui ont montré un flux brut de perte de l'azote, donc une somme de ces flux de perte, donc le flux de nitrification, le flux d'uptake et le flux de lessivage, de l'ordre de 10 à 60 kg de nitrate par hectare par an. Et en fait, si on a un flux de nitrification aussi important et un flux de perte aussi faible, ça voudrait dire qu'on aurait un stock de nitrate dans les sols énorme. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas dans ces prairies qui sont très pauvres en nitrate. Donc, ça veut dire vraiment qu'il y a un problème entre notre estimation de flux de nitrate et ces estimations de flux de perte du nitrate à l'échelle de l'écosystème. Et en fait, ça, une hypothèse que j'avais avancée pendant ma thèse, c'était qu'en fait, le flux réel de nitrate atmosphérique qui arrive dans les sols n'est pas celui qu'on mesure avec nos collecteurs, mais à un flux moindre, parce qu'il y aurait une proportion non négligeable de ce nitrate atmosphérique qui serait interceptée par les plantes dans l'écosystème. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive au dernier compartiment, essayer de comprendre un petit peu la teneur en nitrate atmosphérique dans ces plantes et voir si effectivement elles interceptent du nitrate avant qu'il arrive au sol. Donc pour ça, j'ai échantillonné deux plantes qui couvraient majoritairement les prairies du col du Lotaré, donc la fétuque et le dactyle, des plantes dominantes. Et je suis allé mesurer la composition isotopique du nitrate dans ces échantillons en séparant les racines et les feuilles. Donc ici, je vous présente un graphe donc avec encore le câble delta 17 sur l'axe des Y, donc la proportion de nitrate atmosphérique à droite avec le FATM. Et en fait, j'ai séparé ces échantillons en deux saisons, avant le pic de biomasse, donc autour de juillet, et après le pic de biomasse des plantes, après juillet. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un écart entre la teneur en nitrate atmosphérique entre les feuilles et les racines, écart qui est d'ailleurs exacerbé dans la deuxième période de l'année, après le pic de biomasse. Et donc, en voyant ça, on subodore qu'il se passe un truc plus particulier au niveau des feuilles, au niveau de l'uptake de nitrate atmosphérique par rapport aux racines. Et en fait, si on plotte maintenant ce genre de graphe, donc ici, c'est la différence sur l'axe des Y entre le câble delta 17 du nitrate dans les feuilles moins le câble delta 17 dans les racines, donc la différence de câble delta 17 entre les racines et les feuilles, contre la différence de concentration entre les racines et les feuilles, on se rend compte que le câble delta 17, la différence de câble delta 17 augmente avec une augmentation de la concentration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que plus il y a de nitrate dans les feuilles par rapport aux racines, et plus ce nitrate aurait tendance à être du nitrate atmosphérique. Et du coup, j'ai estimé cette proportion de nitrate à peu près 3 à 15% du nitrate dans les feuilles qui serait directement uptaké par les feuilles en fait, dans l'atmosphère, sans passer par les racines. Alors, on peut aller encore plus loin dans la compréhension des processus physiologiques à l'échelle de l'individu d'espèces, à l'échelle de l'individu de plantes végétales, avec un plot qui présente cette fois-ci le delta 18 oxygène du nitrate contre delta quinzaine.
Donc, comme je vous l'ai présenté dans l'introduction, ce plot permet d'identifier des processus de fractionnement, par exemple. Et en fait, on se rend compte que les corrélations entre l'oxygène 18 et l'azote 15 du nitrate dans les racines en marron et dans les feuilles en vert de ces plantes de montagne suivent une pente qui est en parfait agrément avec la pente estimée en laboratoire qu'on attribue à un phénomène d'assimilation. Donc, le phénomène d'assimilation, c'est en fait la transformation du nitrate en protéines au sein du métabolisme de la plante qui va lui permettre donc, de grandir. Et donc, en fait, ce genre de considérations isotopiques nous permettent en fait d'affiner justement une compréhension du phénomène physiologique de ces plantes. Et donc là, ça nous permet d'identifier que les phénomènes d'assimilation se font à la fois dans les racines et dans les feuilles, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces végétales. Il y en a certaines qui ne font que dans la racine, certaines que dans les plantes. Et grâce à l'isotopie du nitrate, on peut arriver à ce genre de résultats. Du coup, la boucle est un petit peu bouclée. On se rend compte que du coup, ce nitrate atmosphérique, il est présent un petit peu dans tous les compartiments de l'écosystème de montagne, beaucoup dans les rivières puisqu'il est exporté pendant la période de fonte de neige, mais aussi après par ruissellement, par exemple pendant les périodes de pluie. Il y a une teneur très faible dans les sols. C'est peut-être dû à un flux de nitrification plus important, mais la part de uptake foliaire a l'air d'être conséquente. Donc, je n'ai pas réussi à calculer, il me manquait des variables pour pouvoir calculer le flux d'uptake pour pouvoir comparer avec tous les flux calculés ici et présentés sur cette diapo. Et ça, c'est vraiment les prochains steps. Le prochain step de ce genre de travail, ça serait vraiment de réussir à boucler le bilan de flux à l'échelle d'un bassin versant pour pouvoir être sûr qu'on comprend entièrement ce qui se passe au niveau des processus de la transformation du nitrate atmosphérique une fois qu'il est déposé. Donc, juste pour faire un petit récapitulatif, je me suis intéressé au dépôt de nitrate atmosphérique sur les écosystèmes de montagne. Donc, le nitrate atmosphérique est transporté depuis ses sources d'émissions liées à l'oxydation des NOx sur de longues distances, vient se déposer dans les écosystèmes de montagne où il va venir impacter la biodiversité et la qualité des eaux de surface. Grâce au câble delta 17 du nitrate, j'ai réussi à identifier la teneur en nitrate atmosphérique du nitrate qui s'est déposé sur les écosystèmes de montagne, puisque le câble delta 17 des sources de nitrate terrestre, lui, est égal à 0. Donc, à mes questions de recherche, qui étaient de comprendre un petit peu les proportions de nitrate atmosphérique dans chacun des compartiments de l'écosystème de montagne, j'ai réussi à y répondre grâce à ce proxy de câble delta 17 et ça nous permet de mettre en évidence cet élément très intéressant, donc permettre de comprendre un petit peu mieux la physiologie des plantes. Et ça, c'est vraiment des travaux qui sont en train d'être repris et étendus à d'autres écosystèmes. Bien sûr, ce n'est pas du tout limité à l'écosystème de montagne, mais je sais qu'il y a d'autres groupes de recherche, notamment les groupes de recherche japonais, qui travaillent beaucoup sur les forêts en ce moment, essayer de comprendre un petit peu l'uptake des forêts au niveau du nitrate atmosphérique. Ça, je vais passer. Donc, je vais remercier tous mes anciens collègues de l'IGE et de l'ECA qui m'ont permis de mener à bien cette étude. Je voulais juste dire un petit mot sur mes travaux actuels à la NOAA, donc à Boulder, au Colorado. Donc là-bas, je suis en charge d'un instrument que je déploie à bord d'un avion de recherche pour voler dans l'atmosphère et pour faire des campagnes de mesure, par exemple dans les feux de biomasse ou dans des choses comme ça. Et en fait, je voulais surtout vous parler d'un nouvel instrument qu'on a développé avec des collègues, donc qui permet de mesurer en temps réel le monoxyde d'azote, donc le NO, à des degrés de précision et de seuil de détection très faibles, donc de l'ordre du PPT. Et en fait, en ce moment, on est en train de travailler sur l'application de cette méthode de détection pour détecter en temps réel le delta quinzaine du NO. Donc, pour l'instant, l'isotopie des oxydes d'azote se fait par voie indirecte. Donc, on collecte les oxydes d'azote soit sur des tubes dénudeurs, soit sur des filtres avec des solutions qui viennent venir les piéger. Et là, du coup, cette technique permettrait la première mesure réelle en temps réel et en continu de l'azote 15 du monoxyde d'azote. Donc, travaux à suivre. Je pense que d'ici l'année prochaine, on devrait avoir un papier qui sortirait pour présenter ça. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Ilan. Encore une fois, merci. Et puis, bravo au nom de la SFIS et Merci, du Pierre. jury qui a largement et unanimement apprécié ton article. On va prendre les questions. Vous pouvez, dans réaction, lever la main et on vous passe la parole au fur et à mesure, histoire que tout le monde ne se parle pas en même temps. Y a-t-il des questions ?
Pour le moment, je ne vois pas de main qui se lève. S'il n'y a pas de questions, moi, je vais en poser. Ça y est, j'en ai vu une. David, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Et merci pour Ilan pour cette excellente présentation, très très claire. Moi qui ne suis pas spécialiste, j'ai apprécié. Donc avant qu'on me pose des questions, je vais en poser. Juste pour... je me demandais ce qui se passait. Alors évidemment, les torrents de montagne ont des temps de résistance très courts. Enfin, l'azote, j'imagine, a des temps de résistance très courts. Mais il y a quand même des fois, il y a des périodes où peut-être à l'étiage, il y a une activité biologique dedans. Et est-ce qu'on sait en quoi ça peut influencer en fait la signature isotopique ou en tout cas le devenir du nitrate dans ces systèmes? Oui, bien sûr. En fait, ouais, du coup, il y a énormément. En fait, on n'arrive pas à distinguer. Attends, je vais remettre sur la diapo correspondante. En fait, sur le graphe où je présentais les sources de nitrate terrestre dans les fleuves, donc là, en fait, dans les rivières, donc là, j'ai dit que la plupart des échantillons, en fait, c'est un mélange entre le nitrate atmosphérique et du nitrate qui viendrait de la nitrification de l'ammonium du sol. Et en fait, ces processus de nitrification, ils sont soit dans les sols, ces processus de nitrification, pardon, ils sont soit dans les sols et du coup, c'est le nitrate terrestre qui est exporté dans la rivière, mais il y a bien évidemment aussi de la nitrification dans les rivières, mais la signature isotopique de cette nitrification ne va pas être fondamentalement différente de la nitrification de l'ammonium du sol, en fait. Donc oui, il y a un processus biologique dans la rivière. Il y a aussi des processus de dénitrification. Dans les rivières d'eau de montagne, il n'y avait pas tant de dénitrification parce que ça, on le verrait avec un enrichissement justement de nitrate au niveau des rapports isotopiques. Donc ça, on n'a pas identifié ce genre de processus, mais on pense qu'il y a de la nitrification. Et ça, ouais, ça c'est clair et net que l'activité biologique dans les rivières, elle est présente, quoi. Ok, merci. Je prends la parole, je ne sais pas si quelqu'un a levé la main, mais j'en profite. Sur ce transparent, Ilan, j'ai été saisi par c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. J'ai envie de voir une tendance, les points bleus, les points rouges montrent quand même une grande superposition. C'est une tendance et tu tends à faire comme un mélange à trois pôles. Ouais. Est-ce que c'est pas incohérent? Est-ce qu'il n'y a pas une information qui est… Enfin, si tu fais un mélange à trois pôles, avec des pôles qui ne correspondent pas à la tendance, qui ne sont pas sur les pôles de mélange, ça sous-entend que la tendance que j'ai envie de voir est une coïncidence. Non, il y a une tendance, et en fait, je pense que tu as raison, c'est vraiment un mélange à trois pôles, et c'est ce à quoi j'essayais de faire allusion quand je disais qu'en fait, une partie de ces échantillons viennent de la nitrification de l'ammonium atmosphérique. Donc en fait, l'ammonium atmosphérique a une composition isotopique qui est bien plus faible en azote 15. Et du coup, en fait, tu as un mélange en fait, entre ce pôle-là, le nitrate issu de la nitrification de l'ammonium atmosphérique et le nitrate issu de la nitrification de l'ammonium du sol. Et en fait, cette tendance que tu vois, elle est principalement liée, en fait, ces échantillons-là, ils sont vraiment à la fonte de neige. Donc, tu as énormément d'exports de nitrate atmosphérique. Et en plus de ça, l'ammonium qui est présent dans la neige va être une ressource principale d'ammonium pour les sols, donc donner lieu à la nitrification. Et donc, ce pôle de nitrification de l'ammonium atmosphérique va être super important. Donc, en fait, tu retrouves vraiment ces points-là. Je ne les présente pas sur cette diapo, mais ces points-là, c'est vraiment très proche de la fonte de neige, alors que ces points-là, ils vont être beaucoup plus tard dans l'été, là où la proportion en fait, d'ammonium atmosphérique, pardon, comme substrat pour la nitrification, va être beaucoup moins importante par rapport à la période de fonte de neige. Je ne sais pas si c'est très clair. J'essaie de comprendre aussi. Donc, ça veut donc dire qu'en fait, à la fonte des neiges, on a un rapport nitrate ou azote qui vient de l'ammonium qui est à peu près, qui est beaucoup plus élevé, et ensuite qui tend à diminuer au cours du temps avec la fonte des neiges. Et donc, d'où cette tendance linéaire qu'on aurait envie d'interpréter comme un mélange à deux pôles. Voilà. Alors, en fait, ouais. Donc, en fait, à la fonte de neige, tu as du nitrate atmosphérique. C'est pour ça que le cap delta 17 est plus élevé dans ces échantillons-là, puisque le nitrate de la neige va être relargué directement, enfin une partie va être relarguée directement dans les rivières. Et le mélange, du coup, il se fait comme ça, on va dire, de haut en bas, vers ce end-member qui est le gris, donc qui est la nitrification de l'ammonium qui vient de la neige ou de l'ammonium atmosphérique. Et alors que quand tu te déplaces plus tard dans l'année, en fait, ce pool d'ammonium atmosphérique a été soit immobilisé par la biomasse microbienne, donc il n'est plus disponible pour faire la nitrification, soit il a été épuisé. Et en tout cas, maintenant, le substrat qui va servir à la nitrification dans le sol va être de l'ammonium issu de la transformation de l'azote organique en ammonium.
donc avec un delta Kazan plus élevé. Et donc maintenant, en fait, tu repasses un mixing model avec 2 N-members entre le nitrate atmosphérique et cette fois-ci un nitrate qui est enrichi en azote 15. Donc en fait, ici, il y a une composante temporelle qui n'est pas vraiment représentée, enfin, qui est là, mais qui est pas, que je n'identifie pas clairement sur ce graphe-là. Merci. Lisa, tu vois que tu as pris la parole. Tu l'as demandé en tout cas. Bonjour. Bonjour. Merci pour cet exposé. Je vais poser ma question en anglais si ça va. Pas de problème. Okay. I don't know if everybody is familiar, but you mentioned that plant uptake of atmospheric nitrogen was more commonly, perceived going through roots, but you're also finding potentially non-negligible amounts entering plants through foliage. Maybe you could share with us what the mechanisms are, the uptake of the plant. Is it the plant over the cuticle or through the stomata? Is it actually the plant that takes up the atmospheric nitrate, or is it some endophytes that live inside the leaves or on the surface of the leaves? And how might you go about modeling the magnitude of these uptake fluxes with plant traits? Yeah, those are all good questions. The first question is hard for me to answer because I'm not a specialist of plants. So I know that we think that it's not endophytes that are present on the plants. I mean, there are some endophytes on these plants, and there are some studies about that, but we don't think that they transfer the atmospheric nitrate to the plants, at least from what I've understood from other colleagues saying. We think it's just the absorption of nitric acid through the stomata of the plant leaves that is responsible for that mechanism. And there's also uptake of nitrogen dioxide as well. So gaseous absorption of the nitrogen dioxide through the plant. And nitrogen dioxide would have a similar cap delta 17 as nitric acid, and so that nitrogen dioxide could be transformed into nitrate in the plant later on by the plant metabolism. So that could be 2 potential pathway for nitrate to enter the plant. And for the model, can you remind me the question for the? Yeah, so if you think, for example, you were implying that it could be through the stomata. Yeah. And we know that stomatal conductance is a trait that can vary across different plant types. They vary based on the environment, but also across phylogenies, or C3, C4, things like that. And modelers, they put these things in their models all the time, saying, okay, those plants do that, those plants do that. So there could be some way of scaling if you had some transfer function that related it to, something like stomatal conductance in plants. Obviously, there might be an element of also other limitations, like nitrogen limitation, which could then play on this, not just water or CO2. So, right. But I'm just wondering if people are developing that, or it already exists, or. Yeah, there is a group in the States that works on that, and I can probably find I think it's Sparks, the group of, I don't know his first name, but Sparks. He has you can find a lot of research. He has actually studied not the cap delta 17 of nitrate in plants, but he's studying, his group is studying delta N15 and delta O18 of nitrate. So close enough. And I think they've looked into more diversity of species. And so I think they might have some. I know that his PhD student, she's defended 2 years ago, and she had her thesis was about that, and implementing actually nitrate and other nitrogen species uptake into plants from different kingdoms. So I had one last thought. Have you thought of doing experiments, or have people done experiments on plants without roots, like bromeliads and things like this? Yeah. There's a group in Japan that has. They've looked at lichens and mosses in the Arctic.
and they found a large fraction of atmospheric nitrate in there because that's how they grew up, right? They uptake everything from the right, yeah. And so I think there's one study that actually has carbon-17 oxygen in there, and they really show that there's 80% of the nitrate actually comes from atmospheric nitrate or something like that. So yeah, there's one group that has done that, but this is all fairly new, right? This whole application of carbon-17 to nitrate in living organisms is fairly new, and I think in the next decade we'll see more and more studies about that, and that will be very interesting to see. Thanks. Sure. Y a-t-il une autre question? J'ai vu une main qui bougeait, me semble-t-il. J'ai vu. Ah! Bonjour Nicole, je te laisse la parole. Bonjour, merci. Merci pour l'exposition. Je voudrais savoir si vous avez identifié quelques problèmes, soucis avec le travail avec des isotopes pour l'échantillonnage, la pureté des échantillons, quelque chose que vous pouvez partager, des difficultés. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de difficultés, il y en a eu, oui. Je dirais qu'un des éléments qui a demandé pas mal de travail, ça a été de réussir justement à extraire le nitrate des tissus organiques. Les tissus organiques donc, sont très chargés en beaucoup de matières organiques, justement, comme la chlorophylle, mais pas que. Et du coup, sur toutes les étapes que je présente dans ma chaîne analytique, sur l'extraction du nitrate, le passage sur résine pour concentration des échantillons, la matière organique, du coup, a tendance à venir colmater ces résines, donc à rendre l'extraction du nitrate beaucoup plus dure, à interférer sur la réactivité des bactéries pour la digestion du nitrate en protoxyde d'azote. Du coup, à diverses étapes de cette chaîne analytique, il a fallu trouver des petits palliatifs pour essayer de contourner ce problème. Mais en fait, on a réussi à y arriver en adaptant les standards, en adaptant un petit peu le protocole. Et ça demandait pas mal de travail, mais le résultat en a valu la chandelle, puisque ça donnait des résultats super intéressants au final. Merci. Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vais poser ma dernière question. Ilan, on est d'accord que tu considères qu'au col du Lautaret, globalement, il n'y a pas de nitrate produit, par exemple, par les véhicules? Oui. D'accord. Sinon, je me serais… Voilà, donc c'est pas une question, j'ai pas de question à poser. J'avais besoin de cette confirmation. Sinon, je me serais demandé si est-ce qu'on pouvait supposer que comme l'oxygène n'est pas nécessairement à zéro en Cap 17O, si ça pouvait changer le bilan. Mais s'il n'y a pas de voiture, enfin de nitrate, c'est ma question. Disons que le trafic autoroutier est vraiment, il est quand même pas, c'est pas la vallée de l'Arve, ça n'a rien à voir avec d'autres régions, d'autres vallées beaucoup plus encaissées où il y a une très forte pollution locale en fait. Et au col du Lautaret, la pollution locale, bon, je l'ai négligée clairement pour mes travaux de thèse. C'était très faible. Je vois personne d'autre posant une question. Lisa ou d'autres personnes, pouvez-vous me rappeler le temps de pause qu'on s'était accordé la dernière fois entre deux exposés pour que les gens puissent souffler avant de reprendre? C'était 5-10 minutes? 5 ou 10 minutes, c'est quoi l'heure? Je sais pas. Alors donc, je vous propose la même chose. Je vous propose de prendre le temps de souffler et on se retrouve dans exactement 10 minutes pour reprendre l'exposé de Valérie Do. Merci beaucoup, Ilan. Je voulais aussi dire que sur ta page web, je me demandais si tu allais poursuivre avec l'analyse de topiques et j'ai été soulagé, si j'ose dire, avec ton déni transparent en montrant que ça reste très central et même extrêmement prometteur. Tout à fait. Ouais. Merci et à tout à l'heure. Merci. Alors, Pierre, maybe you want to stop recording. Yes.